Le dividende, c'est comme aller au distributeur de billets en retirant du cash. Personne ne croit qu'en retirant du cash, on s'enrichit. Finalement, le dividende, est-ce qu'il serait pas même parfois négatif? Et toutes les entreprises verseraient des dividendes tous les jours. On ne croit pas au Père Noël. Ce mythe des dividendes est quand même très présent. Pourquoi, selon vous, le message que les dividendes n'enrichissent pas les actionnaires passe mal encore? Déjà parce qu'il y a un certain nombre. Aujourd'hui, je reçois Pascal Quéry, un des plus grands spécialistes de la finance d'entreprise, professeur à HEC. Il est aussi investisseur et co-auteur du Vernimen, la Bible de la finance d'entreprise, réédité chaque année depuis plus de 50 ans, vendu à plus de 250 000 exemplaires. Tous ceux qui s'intéressent de près à la finance connaissent cet ouvrage. Et aujourd'hui, si je l'invite, c'est pour parler des dividendes qui souffrent de beaucoup d'idées reçues. Certains les voient comme le Graal pour se générer des revenus en bourse, alors que la réalité est complètement différente. Bonjour Pascal. Bonjour Mathieu. Alors, il y a beaucoup d'investisseurs qui voient les dividendes comme un revenu, comme un gain. Vous expliquez plutôt le contraire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le dividende n'est pas source d'enrichissement pour l'actionnaire? On est victime d'un marxisme mal digéré, enfin, d'une vulgate marxiste mal digérée, où il y a un parallèle qui est trop souvent fait, qui est faux, entre d'un côté le salaire pour les travailleurs et le dividende pour les capitalistes. Quiconque a déjà détenu une action sait qu'une action, mettons, qui vaut 100, on verse un dividende de 3, immédiatement, le jour même, le cours à l'ouverture n'est plus de 100, il est de 97. Donc, la veille, j'avais 100, le lendemain, j'ai 97 en titre, plus 3 en liquidité. Ce qui est une image que j'ai trouvée pédagogiquement efficace et qui est reprise à gauche et à droite, que le dividende, c'est comme aller au distributeur de billets en retirant du cash. Personne ne croit qu'en retirant du cash, on s'enrichit. Certes, on accroît ses liquidités, mais on en a moins sur son compte en banque. De la même façon, pour un salarié, c'est pour ça que l'analogie est très mauvaise, vous et moi, on touche un salaire à la fin du mois. Ailleurs, il n'y a pas un endroit où on perd l'équivalent du salaire qu'on vient de toucher sur son compte en banque. Pour un dividende, c'est exactement ce qui se passe. J'avais 100, je reçois 3 de cash. Ah oui, mais mon action ne vaut plus que 97. Donc c'est pas le dividende en lui-même qui s'enrichit. Mais du coup, pourquoi on a ce cours qui baisse de 3 si si un dividende de 3 est versé? Une entreprise, c'est une somme d'actifs, on va dire, on va simplifier. Enfin, il y a aussi des passifs, mais peu importe, enfin des dettes. Mais j'ai des actifs. Le jour où on verse un dividende, on va le prélever sur la trésorerie de l'entreprise. Donc il y a un actif qui sort de l'entreprise. Nécessairement, l'entreprise, au moment où on verse le dividende, vaut moins cher du fait qu'on a retiré un de ses actifs. C'est un peu comme si je prenais votre portefeuille, il y a 50 € dans votre portefeuille et je retire un billet de 20 €. Une fois que j'ai retiré le billet de 20 €, dans votre portefeuille, il n'y a plus que 30 €. Donc votre portefeuille, il valait avant 50 €, il ne vaut plus que 30 €. Donc pour une entreprise, c'est exactement la même chose. On a retiré un actif et donc la valeur de l'entreprise, la valeur de ses capitaux propres, la valeur de ses actions a baissé d'autant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un appauvrissement. Enfin, c'est un appauvrissement de l'entreprise. Mais les 20 € que j'évoquais, je ne vous les ai pas fauchés, Mathieu, rassurez-vous, je suis un honnête homme. Et c'est vous qui les avez récupérés et qui vous les avez mis dans la poche gauche de votre pantalon. Et donc, au total, l'homme Mathieu ne s'est pas appauvri. C'est exactement la même chose. Mais le portefeuille vaut moins, il ne vaut plus que 30 € et l'entreprise a une valeur qui a baissé du montant du dividende parce qu'elle s'est privée d'un actif volontairement, qui est une partie de sa trésorerie qu'elle a versée sous forme de dividende à ses actionnaires. On comprend aussi assez facilement que ça serait très facile d'arbitrer, de se dire, si l'entreprise elle vaut 100 encore juste après qu'elle ait versé 3, je l'achète la veille, je la revends le jour même et j'ai gagné 3 un peu du ciel comme ça qui tomberait. Donc forcément que quelque part ces 3 se sont enlevés de l'action et qu'il n'y a pas cet arbitrage qui est possible en bourse. Bah oui, parce que sinon vous avez trouvé, Mathieu, la possibilité d'éradiquer la pauvreté de ce bas monde. Et ça se saurait. Et toutes les entreprises verseraient des dividendes tous les jours. On ne croit pas au Père Noël. Alors il y a un argument forcément de ceux qui investissent en dividendes. Ils vont dire: «OK, ça c'est vrai, mais si on reste investi, l'entreprise qui valait 100, qui vaut ensuite 97 parce qu'elle a versé 3 dividendes, va forcément remonter et redépasser les 100 et donc ils vont quand même dire: si le dividende, c'est quand même un gain». Oui, ils ont raison, factuellement. L'action était à 100, elle est tombée à 97 et quelques temps après, ça peut être des semaines, ça peut être des mois, parfois c'est beaucoup plus long quand même, malheureusement dans des cas un peu limites, ça va remonter. Oui, c'est juste. Mais qu'est-ce qui serait passé si on n'avait pas versé le dividende? Elle est remontée à 100, d'accord. Mais si on n'avait pas versé de dividende, le cours, lui, il serait à 103. Donc je me suis bien, je sais pas, mettons 5 semaines après, le cours a réatteint les 100.
qui était avant le versement du dividende de 3, j'aurais pas versé de dividende, j'aurais un cours à 103. Je suis victime d'un effet d'optique, si vous voulez. Il y a une dimension psychologique considérable autour du dividende, alors que de vous à moi, c'est pas très important. On parle de, vous voyez, 3 là, on est dans les taux de rendement moyens, enfin, c'est pas des sommes très importantes. On y accorde une importance considérable avec des raisonnements qui sont faux, comme celui que vous rappelez qui disait: «Je m'enrichis grâce aux dividendes et je vais acheter des actions qui versent des dividendes parce que c'est le plus intéressant». Donc le dividende en soi donc est neutre en termes de l'enrichissement, de l'actionnaire. Il est neutre puisque, je gagne 3 de poche gauche, mais je perds 3 poche droite. Si on rajoute à cela, le fait qu'on a possiblement ces actions dans un compte titre et donc de la fiscalité à payer, peut-être des frais si on veut réinvestir ces dividendes sur d'autres actions ou sur les mêmes actions. Finalement, le dividende, est-ce qu'il ne serait pas même parfois négatif et finalement créerait un appauvrissement de l'investisseur? Alors, faut voir, si vous me permettez, un peu plus loin que le bout de son nez. Vous avez raison, il y a des frottements, et cetera. Bon, faut pas les négliger, mais il faut pas non plus les surévaluer. À notre époque, il y a quand même pas mal d'outils qui permettent à l'investisseur de ne pas être fiscalisé sur les dividendes. Enfin, je suis pas là pour faire la publicité du PEA, mais je la fais quand même. Enfin, c'est quand même le degré zéro de l'investissement, c'est d'ouvrir un PEA, d'ouvrir un PEA PME, d'investir à travers ce véhicule quand même très sympathique. Clairement, mais il y a quand même beaucoup qui vont chercher des actions, américaines et ils pourront Oui, pas y très aller bien. sur le PE. C'est pas le sujet, les dividendes. Le vrai sujet, en termes d'enrichissement, c'est qu'est-ce que fait l'entreprise de ses résultats? Je vais prendre un exemple concret. Il y a ce qu'on appelle des certificats coopératifs d'investissement qui ont été émis par des caisses régionales du Crédit Agricole qui sont cotées à la Bourse de Paris. Vous en avez 13. Ce sont des banques régionales, en fait, si vous voulez. Et sur les CCI, elles versent un dividende. Et ce dividende, en général, il est de l'ordre d'une dizaine, une douzaine de pourcents du résultat. Tout le reste est réinvesti. Mais le problème, c'est que tout le reste est réinvesti à un taux de rentabilité qui est parmi les plus bas qu'on observe sur toutes les banques en Europe, à 2-3 en termes de rentabilité des capitaux propres. Dans ce cas de figure-là, ça serait beaucoup plus intéressant pour cette société, ces caisses régionales du Crédit Agricole, de verser la totalité de leurs résultats sous forme de dividendes, puisqu'elles n'ont pas besoin de cet argent. Elles le thésaurisent de façon totalement excessive, puisqu'elles ont des capitaux propres qui représentent en général une trentaine de pourcents de leurs actifs, alors que chez BNP Paribas, ça fait 12 à 13%, la Société Générale aussi, et dans les autres grandes banques de la même façon. Le problème fondamental sur le dividende, moi je vais prendre le point de vue de l'entreprise, mais la richesse de l'actionnaire, elle ne peut venir que de l'entreprise. Moi, ça ne me pose pas de problème lorsqu'il y a une société qui ne verse pas de dividende, lorsque le cash qu'elle génère, elle peut le réinvestir à un taux de rentabilité qui est au moins égal à celui que je demande en tant qu'actionnaire. C'est comme ça que je crée de la valeur dans le long terme. Et vous avez un exemple très connu, puisque vous me parlez des États-Unis, Berkshire Hathaway, qui n'a quasiment jamais versé de dividende, qui a systématiquement réinvesti, et qui réinvestit à des taux de rentabilité supérieurs à ce que demande l'actionnaire. Et il est arrivé une fois, je crois que c'était il y a 2 ans, qu'un actionnaire dépose une résolution aux États-Unis en demandant le versement d'un dividende. 99 des actionnaires, en dehors de Warren Buffett, ont voté contre. Voilà. Donc, c'est pas les frais, c'est pas la fiscalité qui est importante sur les frottements du dividende. C'est de se poser la question, quel est le taux de rentabilité marginal? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire à la marge au sein de l'entreprise pour réinvestir mes résultats? Dans l'exemple du Crédit Agricole, comme j'ai des caisses régionales du Crédit Agricole, comme j'ai un taux de rentabilité des réinvestissements qui est très très faible, 2% par an. 2%. Il vaut mieux distribuer la totalité puisqu'on n'a pas besoin de cet argent, car ces caisses thésaurisent, mais de façon absolument hallucinante, les capitaux propres. Il faut quand même voir, par exemple, que la caisse régionale du Crédit Agricole de Haute-Loire, elle a 2 fois plus de capitaux propres par crédit accordé que la Banque populaire de la même région. Ça, c'est le point essentiel. Donc, j'ai pris 2 exemples à l'opposé extrême. Berkshire Hathaway, qui a effectivement une capacité à trouver des investissements qui vont apporter plus que ce qu'attend l'actionnaire. Et puis, malheureusement, les caisses régionales du Crédit Agricole, cotées en bourse à travers les CCI, qui sont dans le cas exactement opposé. C'est vrai que je disais ça surtout parce qu'il y a certains investisseurs individuels qui sont focalisés sur les dividendes parce que pour eux, ils n'ont pas compris que ce n'était pas des revenus et donc vont parfois aller même sur compte titre, être fiscalisés quand même 30, peut-être plus % à chaque fois sur ces dividendes et ça fait quand même mal, ça freine les intérêts composés. Mais vous avez tout à fait raison de rappeler que les entreprises qui versent des dividendes, elles ont une vraie raison de le faire. Souvent, c'est parce qu'elles ne trouvent pas d'opportunité d'investir à un taux, supérieur au taux exigé par l'actionnaire
Et effectivement, on a Berkshire Hathaway avec Warren Buffett, mais on a aussi, dans le top 10 peut-être des fortunes, vous prenez souvent cet exemple, je le lis parfois sur la lettre, Vernimen de, Jeff Bezos avec Amazon, qui est devenu, peut-être, un des hommes les plus riches au monde, alors que Amazon, n'a jamais versé de dividendes. Et également Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, avec Tesla, qui n'a non plus jamais versé de dividendes. Oui, oui, c'est la preuve à l'inverse, hein, puisque les sociétés qui capitalisent le plus, ou les hommes ou les femmes qui sont les plus riches dans le monde, c'est pas par les dividendes, c'est par les résultats qu'ont dégagé leur entreprise qu'ils ont atteint ce statut. Donc c'est ça, finalement, qui enrichit l'actionnaire, c'est, l'activité de la société, la valeur ajoutée, la création de valeur. Et Ça paraît évidemment, évident, mais exactement, oui, c'est bien oui, de mais le rappeler. c'est les résultats qui enrichissent l'actionnaire, l'investisseur. C'est un peu comme le livret A. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, c'est comme ça que j'ai découvert la finance à 7-8 ans. Mes grands-parents nous donnaient, 5 francs à l'époque d'étrennes et le 3 janvier, ma mère nous emmenait avec mon frère et ma sœur à la caisse d'épargne et les 5 francs fois 2 ou 3, c'était pas pour nous acheter des bonbons, c'était déposé sur notre livret de caisse d'épargne. Bon, et puis on nous faisait voir les intérêts. Voilà, dans l'année, tu as vu, ton intérêt était de, bon, j'ai oublié, mais bon, 2 3 et puis c'était capitalisé, si vous voulez. On les voyait pas. On s'enrichissait, mais on ne touchait pas les intérêts. Alors moi, je ne sais pas comment vous voyez les choses, parce qu'effectivement, il y a un aspect très psychologique, du coup, sur les dividendes, qui sont de l'argent versé sur le compte courant tout de suite, ça attire. Il y a une page Wikipédia sur ce paradoxe des dividendes, Dividend Puzzle, sur, l'irrationalité des investisseurs à aller chercher les dividendes alors que, bah, c'est pas pertinent. Et même sur des médias spécialisés, des médias finance, des médias, TV, qui avec des experts, vont nous parler de gains via les dividendes, de rendements juteux qui peuvent être intéressants et cetera. Voilà, c'est quand même, ce mythe des dividendes est quand même très présent. Pourquoi, selon vous, le message que, bah, les dividendes n'enrichissent pas les actionnaires passe mal encore? Déjà parce qu'il y a un certain nombre de gens qui le disent sans avoir été actionnaires. C'est-à-dire que quand vous êtes actionnaire et que vous avez une action à 100, vous versez un dividende de 3, bah, vous voyez bien que ça tombe à 97, donc ça vous fait réfléchir quand même. Déjà, vous êtes sensibilisé au sujet. Donc ça, c'est le premier point. Vous avez passé un ordre d'achat à 99, l'ordre n'est pas exécuté puisque le cours est à 100. Et puis on va verser un dividende. C'est très intéressant de regarder vos ordres en cours, parce que vous allez voir que votre ordre à 99, le jour où on verse le dividende, il va disparaître de votre carnet et être remplacé automatiquement par un ordre à 96. Automatiquement, l'ajustement est fait, par ceux qui tiennent vos comptes, enfin par Euronext. Donc c'est bien une réalité, quoi, et tant mieux pour vous. Ah, c'est écrit dans les règles d'exécution Oui, dans bah, le carnet d'ordre. factuellement, c'est fait, quoi. Factuellement, c'est fait. Je vous invite à le faire. Repérer une société qui verse un dividende significatif, passer un ordre, qui aura pas de chance d'être exécuté, juste la veille, vous allez voir, votre ordre va être automatiquement ajusté. C'est normal. On vous protège, parce que sinon, vous feriez une mauvaise affaire, quoi. Si j'achète à 99 alors qu'elle vient de verser le dividende, ah, c'est pas le prix que je voulais l'acheter. C'est pas le prix que vous vouliez l'acheter, exactement. Il y a une dimension psychologique considérable et voilà, factuellement, on peut pas considérer que l'homme ou la femme, soient des êtres, à 100 rationnels. Donc il y a une part d'irrationalité. Il y a une phrase que j'aime beaucoup rappeler, John Rockefeller, qui a vécu très, très longtemps, quand il avait 90 ans, c'était l'homme le plus riche du monde, hein, c'est, le fondateur de ce qui est devenu ensuite ExxonMobil et cetera. Il disait: «Vous savez, la seule chose qui me fait encore plaisir», faut quand même savoir que c'est un gars, lorsqu'il partait en vacances, il se déplaçait en train. Mais il avait son propre train! Son propre train! Vous voyez? Donc c'est pas comme prendre un billet à la SNCF, hein. Il disait: «Vous savez, la seule chose qui me fait encore plaisir à mon âge, c'est de recevoir mes dividendes». Vous voyez? Bon, alors que lui, il savait très bien, enfin, il aurait écouté notre discussion, donc écoutez, bon, voilà, je faisais ça depuis longtemps. C'est l'oncle Picsou dans sa piscine avec ses pièces, quoi. Enfin, c'est on peut pas imaginer plus mauvais placement, mais vous savez l'oncle Picsou qui, il prend un plaisir intense. Bon, donc il y a des biais psychologiques en beaucoup de choses et vous en avez un exemple, je pense qui est le plus grand exemple qu'on puisse trouver en finance, c'est ce biais sur le dividende, oui, c'est clair. Là, on va peut-être aussi un petit peu, choquer certaines personnes. Les actions gratuites n'enrichissent pas non plus les actionnaires. Ce que vous expliquez également. Donc les actions gratuites comme, ce que propose Air Liquide qui, chez les épargnants, chez les investisseurs particuliers, crée un fort attrait, hein. Donc on se dit: «Ah, Air Liquide, c'est une super action, il y a des actions gratuites en plus» et cetera. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi les actions gratuites également n'enrichissent pas les actionnaires? D'abord, il y a relativement peu de sociétés qui versent des actions gratuites.
De nos jours, à part, Air Liquide, on aurait du mal à trouver d'autres exemples. Il y en a, mais c'est pas très fréquent. Air Liquide le fait de longue date. Mais ne confondons pas la paille et la poutre. Si Air Liquide verse des actions gratuites et que si elle est très populaire auprès des actionnaires, c'est qu'en fait la vraie raison, c'est que par derrière, c'est une boîte remarquablement gérée et ça fait des décennies que c'est une entreprise remarquablement gérée. Alors c'est vrai qu'elle a su se positionner sur des marchés porteurs et évoluer au cours du temps pour se positionner régulièrement sur des marchés porteurs, parce qu'un marché porteur en 1980 ne l'est pas nécessairement en l'an 2000 et ni en l'an 2020. Le principe est assez simple à comprendre. Hem, Vous avez une société avec 10 actions, ça va nous simplifier les calculs de tête et chaque action vaut 100. Bon, voilà, la société vaut 1000. La société vous annonce que, voilà, elle va verser une action gratuite pour 10. Alors, il y a une dimension psychologique considérable, parce que c'est quand même sympa d'avoir quelque chose de gratuit, vous trouvez pas, Mathieu? Hein? Ouais, si, Voilà, toujours. vous avez une action qui vaut 100, vous dites: «On va Rien n'est vous o» gratuit. Rien n'est gratuit ouais, mais dans ce ça, monde. vous êtes un peu cynique là. Et on vous annonce qu'on va vous en donner une de plus. Très bien, et c'est effectivement ce qui va se passer, c'est pas un mensonge. Mais bon, si le prix de l'action restait le même, bah, au lieu d'avoir 10 actions à 100, vous auriez 11 actions à 100. Donc vous auriez 1100, et donc vous seriez enrichi spontanément à cause de cette opération-là. Donc vous auriez trouvé un autre moyen d'éradiquer la pauvreté de ce bas monde. Malheureusement, je vais décevoir tout le monde, mais bon, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça parce que la logique veut que j'ai une richesse de 1000, une valeur de 1000 qui est divisée entre 10 titres, qui valent donc unitairement 1000 que divise 10 égale 100. Si maintenant, je décide de les diviser en 11 titres, puisque j'en ai créé un de plus, une pour 10, eh bien nécessairement 1000 que divise 11, aux arrondis de calcul près, l'action va tomber à 90. Ce qui fait que votre, patrimoine, au lieu d'être de, je sais pas, vous aviez, allez, vous aviez les 10 actions, Mathieu, ça on simplifiera les calculs aussi. Vous aviez un patrimoine de 1000 qui était, 10 fois 100, bah, ça va devenir toujours 1000 malheureusement, et ça va être 11 fois, grâce à l'action gratuite, fois 90. Il y a une dimension psychologique remarquable. Quand c'est fait par une boîte comme Air Liquide, qui est remarquable d'un point de vue, je dirais, économique, industriel, et que c'est fait dans la durée, parce que ça fait, quand j'avais votre âge, c'était déjà le cas. Après, il y a un autre élément qui joue, c'est que très souvent les sociétés qui versent des actions gratuites s'engagent à maintenir le dividende par action. Donc je verse une action gratuite pour 10, ça veut dire que, bah, l'an prochain, j'aurai augmenté le dividende de 10. Il y a un message qui est envoyé au marché en disant: «Bah, vous voyez, je me porte bien puisque je m'engage à augmenter le dividende de 10 l'an prochain». Évidemment, la masse de dividendes que je versais, au lieu de la répartir entre 10 actions, je vais la répartir entre 11 actions sinon. Si je la répartis entre 11 actions, bah, le dividende par action baisse de 10. Moi, je vous dis: «Non, je vais maintenir le dividende par action». Autrement dit, je suis en train de vous dire que je vais augmenter le dividende, et ça, c'est perçu comme un indice de bonne nouvelle. Voyez-vous, moi, j'ai eu un grand-père maintenant décédé, il avait les Carrefour, et Carrefour annonce une distribution d'actions gratuites. Il m'appelle le soir au téléphone en me disant: «Hey Pascal, toi qui es prof à HEC, voilà, Carrefour a annoncé qu'ils allaient verser», j'ai oublié, une action pour 10, on va dire gratuite, «Qu'est-ce que tu en penses? Mais je te dis tout de suite, je trouve que c'est une excellente nouvelle, cet après-midi, j'ai racheté d'autres actions Carrefour», et cetera. Alors je lui explique ce que je viens de vous expliquer. Alors il est un peu dépité, il me dit: «Mais non, tu rien compris, t'as pas fait la guerre». Ah voilà, c'était son argument. «Tu pas fait la guerre, Pascal». Donc c'est vrai, j'ai eu cette chance-là de pas faire ni la Première Guerre mondiale, ni la seconde. Ah, c'est l'argument du grand-père. Paix à son âme. Alors, on a dit du coup qu'il y avait, bah, quelques erreurs faites par les investisseurs particuliers, donc de regarder que le dividende typiquement, de regarder que, les choses qui paraissent gratuites comme, les actions, gratuites, les actions offertes mais qui n'en sont pas réellement. Enfin, en tout cas, il y a pas d'enrichissement derrière. Vous, vous êtes aussi investisseur, professeur à HEC, co-auteur du Vernimen. Quelles autres grandes erreurs vous voyez de la part des particuliers quand ils investissent en bourse? Je pense que l'investissement en bourse, ça peut être un passe-temps, ça peut être une passion, mais il y a une dimension professionnelle qu'il faut pas négliger par ailleurs. C'est pas parce que mon cousin m'a dit: «Ah, ça achète cette boîte parce qu'elle est sympa, elle est sous-évaluée», que c'est un bon argument, si vous voulez. Je pense qu'il faut travailler, comme dans toute chose, quoi. Travailler, ça veut dire quoi? Bah, ça veut peut-être dire lire le rapport annuel, et de nos jours, les rapports annuels sont pas minces. Ça veut peut-être dire investiguer sur, regarder les produits, interroger des gens qui ont acheté ces produits, appeler le service après-vente de la société, voir si on vous renvoie sur les roses ou si au contraire vous êtes traité courtoisement et efficacement. C'est ça que ça veut dire, et donc on n'a parfois pas le temps de le faire. Je le comprends parfaitement, ou pas l'envie. Mais bon, il y a des véhicules, d'investissement qui existent de nos jours pour les personnes qui veulent investir en bourse et qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas la formation nécessaire pour faire, ce travail d'analyse préalable.
Enfin, on vit à une époque où, on a la chance d'avoir des ETF quand même et qu'on peut acheter derrière son écran d'ordinateur, quoi. Il y a plus besoin d'aller physiquement à l'agence, bancaire. On se rejoint en tout cas sur ça, sur les ETF. Donc effectivement, quand c'est pas notre métier, quand on n'a pas alors vous me disiez d'ailleurs que vous passez, 50 de votre temps sur, vous avez différentes casquettes, mais la casquette qui vous prend le plus de temps, c'est la casquette investisseur. Elle me prend pas plus de temps parce que la casquette de pédagogue, alors déclinée différemment, mais elle me prend aussi 50 de mon temps, si vous voulez. Mais oui, effectivement, ça prend du temps et encore, moi j'ai un nombre extrêmement limité de sociétés cotées dans mon portefeuille, si vous voulez. Parce que j'estime que je veux aller aux assemblées générales, je veux participer aux réunions d'analystes des résultats, éventuellement j'ai des rendez-vous avec les dirigeants des sociétés et puis, à chaque fois qu'il y a une publication, j'analyse, j'ai mon modèle de valorisation, j'analyse le secteur, enfin j'essaie de comprendre, je trouve ça passionnant d'ailleurs, mais ça prend un temps, très important et je conçois que tout le monde ne puisse pas faire ainsi. Et donc du coup, est-ce qu'on se rejoint sur, le fait que, si vous êtes un investisseur particulier, que vous n'êtes pas, professeur HEC, ou vous n'avez pas, quelques heures devant vous chaque semaine pour analyser les actions, c'est pas votre passion, c'est pas votre métier, votre portefeuille se porterait mieux avec, un bon portefeuille diversifié d'ETF sur PEA par exemple, bien diversifié et bien optimisé fiscalement? Mais si on n'a pas le temps ou si on n'en a pas l'envie, je trouve qu'il y a rien de mieux effectivement que d'être, sur des ETF, enfin des ETF diversifiés. C'est aujourd'hui la meilleure exposition au marché actions si on n'a pas le temps nécessaire à s'y consacrer et puis on «dort» entre guillemets, enfin c'est pas la peine de regarder son portefeuille ETF tous les jours, hein, c'est pas le sujet. Parce que vous avez à la fois un produit diversifié, ce qui permet d'éliminer le risque, spécifique que vous auriez pas pu détecter parce que vous faites pas l'analyse des sociétés. Puis de toute façon, même si quand on fait l'analyse des sociétés, bah, il y a des risques qu'on ne voit pas, y compris votre serviteur, hein. Donc deuxièmement, vous avez un coût de gestion qui est, extrêmement bas et malheureusement pour les analystes, financiers, les études académiques ont démontré, enfin ou les gérants de portefeuille, que c'est extrêmement difficile de battre le marché et que la gestion active a du mal, dans la durée, après frais, à surperformer des ETF. Ça arrive pour quelques-uns, mais c'est assez marginal. Donc sauf si on a la chance d'avoir détecté le très bon gérant et qui n'est pas sous trop de contraintes pour pouvoir, calmement dans la durée faire, à la Warren Buffett si vous voulez, il vaut mieux statistiquement, prendre des ETF, oui, ça c'est clair. Donc je vous rejoins si c'est ça que vous vouliez me faire dire. Non, non, mais c'est intéressant parce que, vous êtes investisseur, vous avez écrit donc, la bible vraiment de la finance d'entreprise, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en bourse ou entendent en tout cas que, la bourse ce serait assez simple, sélectionner ses actions c'est assez simple, faire, son stock picking et son portefeuille et battre le marché, ça peut se faire assez facilement. Voilà, et c'est vrai qu'il y a aussi ce mythe-là. On a un peu cassé le mythe des dividendes, des actions, gratuites. Il y a aussi un peu le mythe aussi du stock picking pour, l'investisseur particulier et pour, monsieur et madame tout le monde. Bah, d'ailleurs en parlant de ça, donc vous écrivez le Journeyman, donc qui est un super bouquin sur la finance d'entreprise, mais quand même il fait, plus de 1000 pages. C'est très complet, hein, c'est très, très bien. Dans le même temps, voilà, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne lit pas, ce manuel qui est quand même très, très précis et qui va vraiment en profondeur sur la finance d'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez de la culture financière des Français en général? On va être positif. Elle s'améliore, mais on part d'un point très, très bas si vous voulez quand même, hein. C'est assez choquant de savoir que sous la Troisième République, tous les Français apprenaient les intérêts composés à l'école primaire. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc c'est plus le cas aujourd'hui, quoi. Donc on part quand même de loin, si vous voulez et c'est dommage parce que, on en a besoin à la fois pour, ses propres finances personnelles, on en a besoin pour sa vie de citoyen. Tout le monde n'a pas vocation à aller travailler dans la finance ou tout le monde n'a pas vocation à aimer la finance. Je le conçois parfaitement. Il y a plein d'autres choses dans la vie en dehors de la finance et moi-même j'ai d'autres activités et d'autres passions que la finance, naturellement. Mais dans ce domaine qui a une certaine importance, bah, c'est sûr que notre niveau, de connaissance, je dirais, il y a pas que la finance, il y a aussi l'économie, est quand même bas et ça aide pas. Enfin, ça c'est clair. C'est la signature de ce podcast qui s'appelle «Secret d'investisseur». Je demande à chacun de mes invités, un petit peu son secret, son meilleur conseil pour ceux qui débutent en bourse. Quel est, Pascal, votre secret d'investisseur? Ah moi, je passe beaucoup de temps à étudier les sociétés dans lesquelles j'envisage d'investir. Je lis les rapports annuels, je réfléchis, je rends visite, je vais voir. Vous appelez, vous allez aux assemblées générales? Oui, exactement, parce que, il y a beaucoup d'informations dans les rapports annuels. C'est pas l'activité la plus plaisante qu'on puisse imaginer.
mais vous avez énormément d'informations, quoi. Mais il n'y a pas que les rapports annuels, voilà, aller à une assemblée générale, c'est très intéressant et parfois vous êtes pas il n'y a pas beaucoup de monde pour des sociétés. Alors je ne parle pas de l'air liquide, mais, vous avez des sociétés qui capitalisent en bourse, 50 000 000, 200 000 qui sont en province, vous vous retrouvez à 3 ou 4 investisseurs. Donc vous imaginez que vous avez une qualité du dialogue avec le dirigeant ou avec les dirigeants qui n'a rien à voir avec celle que vous pouvez avoir avec les dirigeants de Total ou d'Air Liquide lorsque vous assistez à une assemblée où il y a des milliers de personnes. Donc il y a aussi une dimension, je dirais, satisfaisante au-delà des aspects, éventuellement financiers, mais qui est humaine. Parce que vous rencontrez des gens qui ont des idées, qui ont des passions, qui vous expliquent et cetera. Je n'imagine pas d'acheter une action sans avoir regardé ce qu'il y a derrière. Parce que derrière, il y a une stratégie, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des résultats, il y a une histoire et tout ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc c'est pas un grand secret, hein, mais si vous appelez ça votre secret Non, mais c'est d'investisseur. la c'est la par exemple, c'est la première fois que j'entends, pour un conseil pour quelqu'un qui veut sélectionner soi-même ses actions, appeler le service client. Aller aux assemblées générales, hein, ça paraît quand même évident, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on entend sur internet ou donc c'est très intéressant. Merci beaucoup. Je t'en prie, bonne journée.